Masechet Nedarim, Daf Nun Gimel. On va commencer donc le premier mot de la page. Hanoder, Mina Temarim, Mutar, Bidvash Temarim. Une fois de plus, la Mishnah suit le principe selon lequel un neder est fixé en fonction du langage employé par les hommes. C'est-à-dire que quand les gens parlent, ils véhiculent des pensées. La parole est le véhicule de la pensée. Quand je dis quelque chose, vous avez compris ce que je veux dire. Parce que nous avons un langage commun. Le commun des humains communique par le langage. Alors que veut dire chaque expression, chaque langage? Ça désigne quelque chose. Et étant donné que bindarim halech ahar leshon bene adam, le neder est fixé en fonction du lashon des bene adam, eh bien, c'est ce qui nous a donné toutes les mishnayot que nous étudions ces derniers jours. Alors, dans le même ordre d'idées, la Mishnah nous enseigne encore que ce qui découle de ce principe, c'est que Hanoder mina temarim, mutar bidvash temarim. Quelqu'un qui a fait un neder pour s'interdire de manger des dattes, a-t-il le droit de manger le silan? Vous savez c'est quoi le silan? C'est le miel de date. Vous vous souvenez quand on avait été là-bas au Moshav Yad Mordechai, là-bas ils ont un Moshav qui est plein de palmiers et ils vous vendent les dattes, des cajots, et ils vous vendent aussi des boîtes de silan. C'est le miel qui coule des dattes. D'ailleurs c'est à ce propos qu'il est dit dans la Torah, Eretz, Zavat, Halav ou Dvash. La Gemara raconte en Ketubot qu'il y avait un Chacham qui a vu comme ça les chèvres qui étaient chargées de lait et le lait coulait en dessous des palmiers ou en dessous des figuiers et le miel et le lait se mélangeaient. Il dit voilà, Eretz, Zavat, Halav ou Dvash. D'ailleurs, même quand on dit Eretz Hita ou Seora Gefen Te Ena Verimon, Eretz Zet Shemen ou Dvash, c'est quoi? Dvash, c'est les dattes. Ah, c'est les dattes. Des vaches, le miel, c'est pas le miel d'abeille, c'est le miel de date. Et d'ailleurs, ce Dvash-là, c'est les dattes. Et pourtant, la Mishnah nous enseigne ici que quelqu'un qui a fait un neder, et il a dit « je m'interdis de manger les dattes », il aura le droit de manger du silan, de manger le miel de date. Il ne peut pas manger les dattes elles-mêmes, mais il pourra manger le miel de date. Étant donné que, quand les gens parlent de témarim, ils ne pensent pas du tout au miel de date, ils pensent aux dates. Donc ce mot tamar désigne la date et non le miel de date. Voilà pourquoi la Mishnah nous a dit Hanoder mina temarim, mutar bidvash temarim. Ou encore, misitvaniot, mutar behomet sitvaniot. Qu'est-ce que c'est que sitvaniot? La racine, c'est le mot stav. Stav, c'est l'automne ou l'hiver. D'accord? En fait, ici, ça fait allusion à l'hiver. Il y a des raisins qui ne mûrissent jamais. Ceux-là, on ne va pas en faire du vin. Qu'est-ce qu'on faisait? On les laissait sur l'arbre pendant tout l'hiver. Et plus tard, on allait cueillir ces raisins qui étaient aigres pour en faire du vinaigre. Donc, c'est pas comme le vinaigre classique. Le vinaigre classique, c'est du vin qu'on a laissé aigrir, du vin aigre, on a fait du vinaigre. Mais là, c'est d'emblée aigre. Les raisins, eux-mêmes, ils sont aigres. On les presse et ça nous donne du vinaigre de raisin qu'on appelle le raisin hivernal. Sitvanit. Sitvaniot. Les raisins hivernaux. Ceux-là, comme ils ne vont jamais mûrir, ils seront toujours aigres, ils sont destinés à la fabrication du vinaigre. Alors maintenant, est-ce qu'on peut manger? Eh bien, il y a des gens qui mangent, hein. Il y a des gens qui aiment le aigre, le goût aigre. Acide.
Verjus. Verjus. Ça s'appelle verjus en français. Verjus. C'est quoi le raisin C'est un aigre? raisin vert comme ça. Ah, verjus. 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 Sympathique. Ça, J'apprends. à l'envers, ça. Ici, on parle de vinaigre. Les sitvaniot, elles sont faites pour faire du vinaigre. Alors maintenant, regardez. Le bonhomme qui a fait un éder de ne pas manger, comme vous dites, des verjus, il ne veut pas manger des raisins sitvani. Alors, est-ce qu'il a le droit de consommer le vinaigre qui en découle? Réponse, nous dit Tanakama, le raisin lui-même est interdit, mais le vinaigre qui en découle est permis, selon le principe qu'est-ce qu'il a dit le bonhomme? Je m'interdis les sitvaniot. Sitvaniot, c'est quoi? C'est le raisin. Eh bien, le raisin est interdit. Mais le jus qui coule de ce raisin est permis, car les gens n'appellent pas le vinaigre raisin. Voilà. Et pourtant, Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Kol sheshem toladto keruya alav, venadav hemenu, asur bayotse hemenu. Waouh! Rabbi Yehuda ben Betera nous dit, eh bien non, cet homme ne pourra pas manger ni le raisin et ni le vinaigre qui en découle. Pourquoi? Étant donné que quand on parle de ce vinaigre, on ne dit pas tout simplement vinaigre. On dit vinaigre qui provient des raisins hivernaux, des verjus. D'accord? Vinaigre de verjus. Alors, étant donné que les gens ne disent pas tout simplement vinaigre, ils disent vinaigre de ce qu'on appelle hometz sitvaniot, pour reprendre le terme en hébreu. Hometz sitvaniot, c'est comme ça que ça s'appelle. Donc, on entend le mot sitvaniot. Et lui, qu'est-ce qu'il s'est interdit? Les sitvaniot. Alors, interdit. Pour Rabbi Yehuda ben Betera, cet homme n'aura le droit ni de manger des raisins à l'état solide de ces sitvaniot, et ni le hometz à l'état liquide de ces sitvaniot, car les deux portent le nom de sitvaniot. Vahachamim matirim. Vahachamim matirim. Pourquoi Hachamim autorisent? Et qu'est-ce qu'ils autorisent? Alors, qui veut me dire maintenant qu'est-ce qu'ils autorisent les Chachamim? Le jus. A priori. A priori. A priori. Très bien. J'aime les gens qui traduisent le a priori. Excellent. Ça veut dire quoi? On a ici combien d'opinions en tout? 3. Je ne parle pas de trois auteurs, je parle d'opinion. Avec Rachamim, 3. Je ne parle pas d'auteur, je parle d'opinion. Certes, il y a 3 intervenants. On a Tanakama, on a Rabbi Yehuda ben Betera et on a Hachamim. Ça fait 3 auteurs. Mais ça fait combien d'opinions? 2. 3 juifs, 2 opinions. Ou bien alors, à Botaï. Ça fait 3 opinions. 3 personnes, 3 opinions. Très bien. Mais vous-même, vous avez dit que non. Il autorise le jus. Hachamim Matirim autorise le jus. C'est exactement ce qu'a dit Tanakama. Ah oui, bien sûr. On l'a déjà dit. Ah ouais. Celui qui s'interdit des sitvaniot n'a pas le droit de manger les sitvaniot, mais il peut consommer le vinaigre des sitvaniot. Rabbi Yehuda ben Betera, ça c'est Tanakama. Ouais, Rabbi Yehuda ben Betera est holek sur Tanakama. Qu'est-ce qu'il dit? Non, les deux sont interdits. Et les raisins, et les sitvaniot, et le hometz. Oui. Maintenant, Hachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Permis. Permis le hometz. Donc c'est comme Tanakama. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté de plus? Excusez-moi. Regarde. Qu'est-ce qu'ils ont rajouté de plus? Rien. Rien. Alors maintenant, regardez la Gemara tout de suite. Ika binayhu, pardon. Hachamim, hainu Tanakama. La Gemara pose une question. Hachamim, hainu Tanakama. C'est la question de la Gemara. A priori, ce que Hachamim viennent nous enseigner, Hachamim Matirim, ils viennent autoriser le jus, c'est-à-dire le vinaigre, le dérivé. Contrairement à Rabbi Yehuda ben Betera qui a interdit. Les deux. Il a dit les deux sont interdits. Tanakama, qu'est-ce qu'il a dit? Le raisin est interdit, mais le hometz, c'est-à-dire le dérivé, le jus du raisin, est permis. Rabbi Yehuda ben Betera, qu'est-ce qu'il dit? Les deux sont interdits.
Qu'est-ce que disent Hachamim? Permis, a priori permis. Le jus. Donc ça revient à dire exactement comme Tanakama. Alors qu'est-ce qu'il rajoute de plus que Tanakama? C'est la question de la Gemara. Hachamim, Haïnu, Tanakama, question. Réponse. Ika benayu. N'essayez pas de deviner, c'est dommage. Ika benayu. Hada de Tanya. La Gemara dit la différence entre eux, c'est le hidouche suivant. Alors à Botaï, avant de le lire dans le texte, je vous le dis d'abord oralement pour qu'on comprenne un peu plus le texte parce qu'il est un peu complexe le texte. La réponse, elle est surprenante. Quelqu'un qui fait un neder et il dit je m'interdis de manger des sitvaniot, selon Tanakama, il s'interdit que le raisin et pas le vinaigre qui découle de ce raisin. Selon Rabbi Yehuda ben Betera, il s'interdit les deux, et le raisin et le vinaigre. Écoutez bien, Hachamim disent, il ne s'interdit que le vinaigre et pas le raisin. Quand il dit, je fais un éder de ne pas manger sitvaniot, il a le droit de manger le raisin. Mais il n'a pas le droit de consommer le vinaigre qui découle de ce raisin. Et vous savez pourquoi? Écoutez, la raison, c'est trop beau. Étant donné que l'objectif de l'élevage de ce raisin, la culture de ce raisin, c'est pourquoi? C'est que pour le vinaigre. Qui mange des raisins pareils, aigres, dégoûtants? Il y en a qui aiment comme ça, le côté aigre. C'est-à-dire. Mais sinon, les gens, pourquoi est-ce qu'ils laissent sur la vigne des raisins, des verjus, des raisins hivernaux, les raisins d'hiver qui ne vont pas mûrir? C'est juste pour faire du vinaigre. Étant donné que le but de cette agriculture, c'est juste pour du vinaigre. Alors quand quelqu'un pense, il parle, je m'interdis les sitvaniot, à quoi il pense? Il pense à la fonctionnalité principale, qui est le vinaigre, et pas le raisin. Maintenant, à Botaï, vous avez compris qu'il y a trois opinions. D'après Tanakama, celui qui dit, je m'interdis les sitvaniot, eh bien, il s'interdit la consommation que du raisin, mais il ne s'interdit pas la consommation du vinaigre qui découle de ce raisin. D'après Rabbi Yehuda ben Betera, il s'interdit les deux, et le raisin et le jus de raisin, c'est-à-dire le vinaigre. Et d'après Hachamim, il ne s'interdit que le jus, que le verjus, que le vinaigre qui découle, et pas le raisin lui-même. Le raisin lui-même est permis. Si, ces raisins, ils sont faits pour faire du vinaigre. Qui va les consommer? Et moi, ça dit que dans ce cas-là, si vous dites que Hachamim et Tanakama, ils disent la même chose, alors retour à la case départ. On revient à la question initiale de l'Agmara, que l'Agmara dit donc la différence entre Tanakama et Hachamim. Donc le truc, c'est simplement, est-ce que c'est à tel point insignifiant qu'on ne peut pas mettre ça dans la tête des gens, et donc tu ne peux pas interpréter ce qu'il a dit ainsi, ou bien oui, ça a un sens. Est-ce que ça a un sens ou ça n'a pas de sens? Ça veut dire qu'on peut traduire les raisins par raisin, ou bien on est obligé de dire que sa kavana c'était que le remettre. C'est toute la machloquette. On va lire le texte. Le texte il est plus complexe, je vais vous dire pourquoi il est plus complexe. Parce que la Gemara veut, cette réponse-là que je vous ai dit en raccourci, en abrégé, en fait, la Gemara, elle va faire un petit détour. Elle va d'abord nous citer une mahloket Tanaïm dans une baraïta avec Rabbi Shimon ben El-Hazar. Et Rabbi Shimon ben El-Hazar, c'est lui qui va nous innover ce concept. Et la Gemara donc va prendre ce concept et elle va dire voilà, on a Tanakama, on a Rabbi Yehuda ben Betera, on a Hachamim. Voilà ce que chacun a pris de Rabbi Shimon ben El-Hazar. C'est ce que chacun pense. Il y en a qui ne sont pas du tout d'accord avec lui, il y en a qui sont d'accord avec lui à moitié, il y en a qui sont d'accord avec lui totalement. Alors on va voir ça. Ika benayhu hadda detanya. La différence entre Tanakama et Hachamim, c'est ce qu'on a appris dans la braïta suivante. Qu'est-ce qu'on a appris? Klal ze, ce principe. Amar Rabbi Shimon ben El-Hazar, nous a enseigné Rabbi Shimon ben El-Hazar. Kol shedarko le'echol, toute chose qui est mangeable de manière classique. Vederech hayotse mimenu le'echol, et également
sont dérivés et comestibles. Kegon temarim ou dvash temarim, comme les dattes et le miel de date. Nadarbo asur bayotse mimenu. Nadar bayotse mimenu asurbo. Dans ce cas-là, peu importe comment ce monsieur-là s'est exprimé, qu'il ait dit je m'interdis des temarim ou qu'il ait dit je m'interdis dvash temarim, il n'aura pas le droit de manger les deux. Les tmarim et le dvash temarim, puisqu'on entend dvash temarim, alors qu'ils disent je m'interdis tmarim ou qu'ils disent je m'interdis dvash temarim, il n'aura pas le droit de manger ni tmarim ni dvash. Deuxième principe. Kol she'en darko le'echol, v'derech hayotze mimenu le'echol. Alors là, on arrive au sitvaniot, à savoir quelque chose qui n'est pas mangeable en tant que tel. C'est pas qu'il n'est pas mangeable du tout. Une fois de plus, vous comprenez ce que je veux dire. Ça veut dire que, en général, les gens ne cultivent pas les sitvaniot, les raisins aigres, pour le raisin lui-même. Derech hayotze mimenu le'echol. Le derech, l'habitude, c'est de consommer le dérivé de ces sitvaniot, à savoir le vinaigre. Alors dans ce cas-là, noderbo en asur el bayotze mimenu, shelo nitkaven ze el hayotze mimenu. Et c'est là le grand hidouche bombardesque de Rabbi Shimon ben Elazar. C'est lui qui nous a ramené ce beau hidouche. Donc lui aussi, il est cholek al Tanakama. Exact. À savoir que quand on dit je m'interdis de manger les sitvaniot, lui il dit, figurez-vous, les sitvaniot elles-mêmes, elles sont permises. Et pourtant le bonhomme a dit, je m'interdis les sitvaniot. Mais une fois de plus, on a déjà dit que la parole est le véhicule de la pensée. À quoi pensent les gens quand ils emploient ce terme? C'est vrai qu'il a parlé des sitvaniot, donc il a parlé des raisins. Et pourtant, tu dis, quand les gens parlent de raisins sitvaniot, puisque l'habitude des gens, c'est de ne pas manger le raisin, c'est de consommer que le vinaigre qui sort de ce raisin, alors bien qu'il ait parlé des sitvaniot elles-mêmes, sa kavana, elle est pour le vinaigre. Ça, c'est le chidouche de Rabbi Shimon ben Elazar. Et donc, de ce fait, on a compris maintenant. Tanakama, Rabbi Yehuda ben Betera et Rabbi Shimon ben Elazar. Tanakama dit, il a dit sitvaniot, eh bien il a parlé du raisin, il n'y a que le raisin qui est interdit, le vinaigre est permis. Le vinaigre qui découle de ce raisin. Pour Rabbi Yehuda ben Betera, les deux sont interdits. Pas seulement le raisin, mais même le vinaigre, puisqu'on fait avec ces raisins du vinaigre. Et ça s'appelle d'ailleurs Chometz Sitvaniot. Je le dis en hébreu. Oui. Alors maintenant, on arrive à Hachamim. Hachamim, ce sont eux qui pensent comme Rabbi Shimon ben Elazar. Complètement. Que quoi? Rabbi Shimon ben Elazar a dit que si le derech, c'est de ne pas manger le fruit lui-même, mais uniquement son dérivé, alors, quand une personne a fait un neder, elle a dit « je m'interdis les sitvaniot », sont permises. Et le vinaigre qui en découle, c'est lui qui est interdit. Car c'est à lui que faisait allusion la personne quand elle avait dit le mot sitvaniot. C'est extraordinaire. Halakha. La halakha est comme Rabbi, comme Hachamim, puisque halakha qui est Hachamim. Nouvelle Mishnah. Hanoder minayayin mutar beyen tapuhim. Vous savez que le jus de pomme, on peut le laisser fermenter et en faire du cidre. Alors, le cidre de pomme s'appelle en hébreu yen tapuhim. Yain shel tapuhim. Le vin de la pomme. Oui, mais les gens, quand ils disent yain, ils ne font pas allusion. Voilà. Alors, quelqu'un qui fait un neder, il dit « Je m'interdis de boire du vin. » Hanoder mina yayin. Motar beyen tapuhim a le droit de boire du cidre. Bien qu'il n'ait pas le droit de boire du vin, il a le droit de boire du cidre. Pourquoi? Pourtant les deux s'appellent yain, ça s'appelle yain. Oui, mais le bonhomme, Rabbi, faut pas vous référer au français. Oubliez le français.
On est à Natania. Alors oui, mais Comment ça s'appelle le cidre? Le cidre, comment ça s'appelle en hébreu? Yain shel tapuchim. Alors il y a Yain et Yain shel tapuchim. Alors le bonhomme, qu'est-ce qu'il a dit quand il a fait le neder? Je m'interdis le Yain. Alors nous on aurait pu croire, tout ce qui porte le nom de Yain, que ce soit Yain shel anavim, du vin de raisin, ou que ce soit Yain shel tapuchim, du vin de pomme, du cidre, les deux s'appellent Yain. Eh bien on te dit non. Et étant donné que pour l'un, le mot yaïn suffit pour désigner le vin classique à base de raisin, tandis que quand on veut parler de jus de pomme, quand on veut parler de cidre de pomme, alors on est obligé de rajouter le mot tapuchim, on dit yaïn shel tapuchim. Alors c'est la raison pour laquelle, quand le bonhomme a dit que yaïn, on dit que ce mot yaïn véhicule quelle pensée? La pensée à laquelle tout le monde pense, le yaïn classique. Hanoder mina yaïn mutar beyen tapuchim. Également dans le même ordre d'idées. Hanoder mina shemen mutar be shemen shum shemin. L'huile de sésame. Quelqu'un qui a dit je m'interdis de consommer de l'huile. Eh bien, l'huile qui lui est interdite, c'est laquelle? C'est l'huile d'olive. Mais il a le droit de consommer de l'huile de sésame, ou de l'huile d'arachide, ou de l'huile de noix, ou de l'huile de colza. Pourquoi? Parce que quand on dit huile tout court, on fait allusion à l'huile d'olive. À l'époque de la Mishnah, c'était comme ça. Aujourd'hui, on a réussi à exploiter toutes sortes de plantes pour en faire de l'huile. C'est pour ça que vous avez dans les rayons, parfois, plus d'huile de tournesol que de l'huile d'olive. Parce que l'huile d'olive coûte plus cher. Mais à l'époque, les gens, qu'est-ce qu'ils consommaient? C'était que de l'huile d'olive. Rarement, ils avaient de l'huile d'autres produits agricoles. C'est la raison pour laquelle, quand on dit shemen, c'est shemen zait. D'ailleurs, même dans la Torah, comment ça s'appelle? Zet shemen. Eretz hita us'ora gefent ena verimon. Eretz zet shemen udvash. Zet shemen, shemen zait. De nos jours, quelqu'un qui s'interdit shemen, il s'interdit tous les shemanim. Mais à l'époque, en Eretz Israël, d'ailleurs, on va le voir que déjà à l'époque, on distinguait entre la Babylonie et Eretz Israël. Parce qu'en Babylonie, il n'avait pas énormément d'oliviers comme en Israël. Il se servait beaucoup du sésame, de l'huile de sésame. Shemen, shum shemin. Eh bien, là-bas, en Chutz La'aretz, quelqu'un qui s'interdit le shemen, eh bien, il n'a pas le droit de consommer l'huile de sésame, et il a le droit de consommer l'huile d'olive. Pourquoi? Parce que quand tu veux parler de l'huile d'olive, tu dis huile d'olive. Et quand tu veux parler de l'huile de sésame, tu dis de l'huile. Inversement, en Eretz Israël, où vous avez beaucoup plus d'oliviers, quand on disait de l'huile, on savait qu'on parlait de l'huile d'olive. Mais si on veut parler de l'huile de sésame, on disait shemen shum shemin. Alors quelqu'un qui s'interdit shemen tout court, s'il est en Eretz Israël, il n'aura pas le droit de consommer shemen zait, mais il aura le droit de consommer shemen shum shemin, et inversement pour la Babylonie. Mais c'est juste pour vous dire que ça varie en fonction des générations et des espaces. Le lieu géographique dans lequel on habite comment on s'exprime. Puisque Bindarim, Haler, Ahav, Leshon Bene Adam. Alors maintenant, la Mishnah, ce qu'elle nous enseigne, c'est ce qui était praticable à l'époque de la Mishnah. Hanoder mina yain, mutar beyen tapuchim. Mina shemen, mutar be shemen shum shemin. Mina dvash, mutar be dvash tmarim. Quelqu'un qui s'interdit de consommer du miel. Est-ce qu'il a le droit de consommer le silan? Quelqu'un qui dit je m'interdis de consommer du dvash. C'est quoi dvash? Le miel. Est-ce qu'il a le droit de consommer le miel de date? Répondez par oui, pardon. Non, moi je dis non. Eh bien oui, permis. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un parle du miel, il parle du miel d'abeille. Qui est-ce qui pense au miel de date? À l'époque, c'était quand on passait du miel, c'était la date. Non, on parle de parler du miel de date. Quand on parlait miel, c'était la date. Ça c'est la Torah. Oui. Ça c'est quand on parle dans la Torah. Mais nous on parle dans le langage parlé par les hommes.
La Mishnah, elle te dit que le neder, ça va d'après les hommes. Et comment les gens ils s'expriment quand ils parlent de miel tout court, à quoi ils pensent? Ils pensent au miel d'abeille. Mais s'ils veulent parler du miel de date, eh bien, ils vous disent quoi? Comment ils s'expriment? Ils vont vous dire Dvash Temarim. Et dans l'hébreu moderne, comment il va l'appeler? Il va l'appeler Silan. Dans le même ordre d'idées, Hanoder min hachometz mutar bechometz sitvaniot. Celui qui s'interdit le vinaigre, eh bien, qu'est-ce qu'il n'aura pas le droit de consommer comme vinaigre? Qui peut me dire? Tous les vinaigres. Il a dit normal. Mina chometz. C'est quoi le vinaigre normal? Le vinaigre de vin. Le vinaigre de vin. Bravo. Le vinaigre de vin. Comment on faisait à l'époque du vinaigre? Pas comme aujourd'hui. Le vinaigre à l'époque, c'était ce qu'on appelle aujourd'hui le vinaigre balsamique. Le vinaigre balsamique, ça veut dire du vinaigre à base de vin. Mais le vinaigre blanc. Mais le vinaigre blanc, c'était pas du tout habituel. Aujourd'hui, pour une raison d'économie, parce que ça revient beaucoup moins cher, alors vous avez le vinaigre blanc. Mais à l'époque, le vinaigre, vous savez pourquoi on l'appelait vinaigre? Vin aigre, c'était du vin. On l'a laissé fermenter pour tourner au vinaigre. Alors quelqu'un, à l'époque, quand il disait « je m'interdis de consommer le vinaigre », à quoi il faisait allusion? Obligatoirement au vin aigre, c'est-à-dire vinaigre à base de raisin. Mais les autres vinaigres, par exemple, même à base de raisin, mais c'était les sitvaniot, c'était pas du vin normal qui a fermenté, c'était du vinaigre qui depuis le début était aigre, comme des raisins qu'on a expliqué tout à l'heure, hivernaux, les raisins d'hiver qui ne mûrissent jamais, qui sont aigres à l'origine déjà. Eh bien, cela, quand on fait avec ça du vinaigre, on appelle ça chometz sitvaniot. Ça ne s'appelle pas chometz tout court. Alors, quelqu'un qui s'interdit du chometz tout court, il s'interdit le chometz classique. C'est quoi le chometz classique? Du vin qui a tourné au vinaigre. Mais il ne s'est pas interdit du vinaigre atypique que l'on appelle chometz sitvaniot. Parce que s'il voulait parler du chometz sitvaniot, il aurait dit. Étant donné que ça porte un surnom, lui n'a pas parlé de surnom, il n'a parlé que de nom. Il a parlé de chometz, il n'a pas dit chometz sitvaniot. Toujours dans le même ordre d'idées. Min hakreshin mutar bekaplutot. Encore un exemple. Quelqu'un qui s'est interdit une sorte de poireau. Alors, kreshin, c'est des sortes de poireaux. Il a le droit de manger des kaplutot. Ce sont des échalotes. Bien que ça fait... C'est la même famille. Mais étant donné que c'est une catégorie différente et les gens les surnomment différemment, on les appelle kaplutot et on les appelle pas poireaux. Étant donné qu'on les appelle pas karti, kreshin, on les appelle kaplutot, bien que ce soit la même famille, mais c'est une catégorie différente qui est tellement différente qu'elle porte un nom à part. C'est la raison pour laquelle quand la personne s'interdit les kreshin, elle s'interdit les kreshin, elle ne s'interdit pas les kaplutot. Min hayerek mutar birakot asade sheu shem livouy. Alors maintenant, il y a yerek et il y a yerek asade. Les plantes vertes qu'on appelle yerek, ou même les légumes qu'on appelle yerakot. Alors venez, on va se restreindre pour l'instant. Je vais garder comme ça pour illustrer. On va garder en mémoire que des salades vertes. D'accord? Les salades vertes. Qu'on appelle yerakot. Yarok. C'est vert. Cette verdure-là, eh bien, nous avons des herbes sauvages qui sont également vertes. Et nous avons des plantes, des salades vertes qui sont cultivées. Celles qui sont cultivées, on les appelle yerakot shel gina. Gina, le jardin. Et celles qui sont sauvages, on les appelle yerek asade. D'accord? Les herbes des champs. Ça, c'est salade verte. Et ça, c'est salade verte. Ça se mange. Et ça se mange. Seulement,
Dans le Neder, on a déjà dit qu'on va d'après qu'est-ce que le mot veut dire dans l'esprit des hommes. Eh bien, quelqu'un qui dit « je m'interdis de manger du yerek », sa kavana, c'est yerek gina, et pas yerek asadé, pas ce qui pousse sauvagement, les herbes sauvages, même si elles sont mangeables, mais la personne, quand elle dit « je m'interdis le yerek », il fait allusion au yerek qui est le produit de l'agriculture de l'agriculteur. C'est-à-dire que si ce n'est pas un produit agricole dans le sens de l'agriculture, l'homme ne pense pas à ça. Donc c'est permis. Encore une fois. Mina yerek, celui qui fait un éder de s'interdire de manger le yerek, Moutar beirakot asadé. Il a le droit de manger les irakot asadé. Chez où Shem Livouy. C'est quoi Shem Livouy? Qu'est-ce que ça veut dire Shem Livouy? Traduisez-moi s'il vous plaît. Shem Livouy. Non, compagnon. Bravo. C'est un surnom. En français, ça s'appelle un surnom. C'est-à-dire, comment? Un qualificatif. Pour qualifier le yerek asadé, on rajoute le mot sadé. Shem Livouy. Le sadé, il accompagne le mot yerek. Quand on dit yerek hasadé, il y a un shem livouille, il y a un qualificatif en plus du nom. Eh bien, dans ce cas-là, on interdit que le yerek et on n'interdit pas le yerek hasadé. C'est-à-dire que des salades qui sont cultivées et pas des salades sauvages. Gemara. Tania. La Gemara maintenant va nous citer une baraïta qui va clarifier un peu tout ça. Hanoder mina shemen be'eretz Israël mutar be'shemen shum shemin ve'asur be'shemen zayit ou be'bavel asur be'shemen shum shemin ou mutar be'shemen zayit. Parce que c'est ce qu'ils utilisent. Exactement. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure oralement. C'est que en Israël, où on se servait principalement de l'huile d'olive, alors quelqu'un qui s'interdit de consommer de l'huile, sa kavana c'est quoi? C'est l'huile d'olive. Mais il a le droit de consommer de l'huile de sésame. Ça c'est en Eretz Israël, car on utilisait peu et rarement l'huile de sésame. Donc quelqu'un qui parle de l'huile classique c'est l'huile d'olive. Inversement en Babylonie. En Babylonie, celui qui disait je m'interdis de l'huile, eh bien, il n'avait pas le droit de consommer l'huile de sésame, car c'était ça l'huile classique, et il avait le droit de consommer l'huile d'olive, car l'huile d'olive, c'était l'huile atypique en Babylonie. C'était rare. Makom, chez Mistapkin, misé ou misé, Assour, basé ou basé. Mais dans une ville où on se sert des deux, c'est-à-dire on se sert de l'huile d'olive et on se sert de l'huile de sésame, quand quelqu'un s'interdit l'huile, il s'interdit les deux. La Gemara pose la question, pshita, mais évidemment, si on se sert de toutes les huiles, aussi bien l'huile de shum shemin comme l'huile d'olive, donc quelqu'un qui s'interdit le shemen, forcément les deux huiles, les deux catégories sont interdites. Quel est le hidouche? Pshita, c'est évident. Réponse, la tzricha deruba min had mistapkin. Mahu detema izil bata ruba kamash ma'lan safek isura la humra. Alors on te dit que même dans une ville où nous avons en fait une majorité qui se servent d'une huile et une minorité qui se sert de l'autre huile, on ne va pas aller d'après la majorité. On va d'après tout le monde. On prend en considération même la minorité, car il se peut que cet homme-là, il fait partie de la minorité. Et comme on a un safek, est-ce que cet homme-là fait partie de la minorité ou il fait partie de la majorité? Au niveau du neder, on dit safek de oraïta la humra. Peut-être que cet homme-là, quand il a dit « je m'interdis l'huile », sa kavana, elle était peut-être les deux huiles. Parce qu'il y a une minorité qui se sert des deux huiles. Bien qu'il y ait une majorité qui se sert que d'une huile, mais comme il y a une minorité d'hommes dans cette ville qui se servent des deux huiles, lui peut-être il fait partie de cette minorité.
Et s'il fait partie de cette minorité, donc ça fait que des Oraïta la Humra. Hanoder Minayerek, maintenant, on va voir quelque chose de très, très spécial. Hanoder Minayerek, on avait dit que quelqu'un qui s'interdit les légumes ou les salades vertes, qu'est-ce qu'on avait dit? Il s'interdit quoi? Que le hiérakot cultivé et pas les hiérakotes sauvages. Ça, c'est la Mishnah. La Baraïta va nous enseigner encore un détail concernant l'année de la Shemitah. Alors, on a les 6 années agricoles et on a la 7e année qui est la Shemitah, où on n'a pas le droit de travailler la terre, de planter des légumes, n'est-ce pas? Hanoder Minayerek. Quelqu'un qui a fait un éder ne va manger Yerakot. Bishar Shne Shavua. C'est quoi Bishar Shne Shavua? Les autres années du septennat. Shavua, ici, c'est pas une semaine. C'est un septennat. Shanim Shel Shavua. Les 7 années du septennat. Bishar Shne Shavua. Pendant les 6 premières années, s'il a fait le neder de ne pas manger Yerek, Assour beyerakot agina ou mutar beyerakot asadé. C'est-à-dire, dans ce cas-là, je dis que sa kavana, en disant yerek, c'est les yerakot classiques, à savoir des yerakot qui sont cultivés. Mais il aura le droit de manger les yerakot qui sont sauvages, yerek asadé. Mais Bachevirit, c'est le contraire. Si on est pendant l'année de la Shemitah, un homme qui fait un éder de ne pas manger les hiérakot, eh bien, Davka, sa kavana, c'est les hiérakot sauvages. Et il ne pense pas aux hiérakot qui sont cultivés, puisqu'on ne cultive pas pendant l'année de la Shemitah. Ou Bachevirit, pendant la 7e année, s'il a fait ce neder, de s'interdire Yerek, Assour birakot asadé, ou mutar birakot agina. Ok? Amar Rabbi Abahu, Mishum Rabbi Hanina ben Gamliel, Lo shanu ela bemakom, she'en mevi'im yerek michutza la'aretz la'aretz. Aval bemakom she'mevi'im yerek, michutza la'aretz la'aretz. Assour. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand est-ce qu'on distingue entre Yerek Asadé et Yerek Agina pendant la Shemitah, et on dit que le bonhomme qui s'est interdit Yerek Stam, il fait allusion au Yerek Hasadé, c'est-à-dire les plantes sauvages, et pas les plantes cultivées, car il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'agriculture pendant la Shemitah, c'est seulement s'il n'y a pas d'importation. C'est-à-dire qu'on ne mange que le produit d'Eretz Israël. Alors en effet, on ne cultive pas des Yerakot pendant l'année de la Shemitah. Quand un homme dit « je m'interdis Yerek », évidemment, il parle du Yerek classique. C'est quoi le Yerek classique? C'est ce qui pousse tout seul. Mais s'il y a de l'importation, et qu'on apporte des Yerakot qui sont cultivés en Chutz La'aretz, où c'est permis de cultiver, même pendant la Shemitah, étant donné que il y a de l'importation, michutza la'aretz la'aretz, donc quelqu'un qui fait un éder et il dit je m'interdis de consommer les yerakot, bevadaï que sa kavana, elle est sans aucune distinction. Il est mitkaven aussi bien au yerakot de Gina comme yerek asadé, vu qu'en Eretz Israël pendant l'année de la Shemitah, on consomme également des yerakot à Gina, qu'on appelle yevul hul, la production qui est importée de Chutz La'aretz vers Eretz Israël. Alors, en effet, un homme qui parle de Yerek, à quoi il pense? Aux deux catégories. Yerek à Gina, Yerek à Sadé. Il y a aussi Otsar Beddin, des choses qui poussent d'elles-mêmes. Exactement, c'est ce qu'on a dit, que les Yerek sauvages. Le Yerek sauvage. Non. Yerek à Sadé. Non, le Yerek qui est cultivé, des fois, il pousse même la 7e année sans l'avoir. Ça s'appelle Yerek Asadé. Ce qui pousse tout seul s'appelle Yerek Asadé. Yerek Agina, c'est quelque chose qu'on cultive. Okay. Ce qui pousse tout seul, ça s'appelle Yerek Asadé. Alors maintenant, quand on a de l'importation, eh bien, c'est sans distinguo, sans distinction. Alors Rabotaï,
ce qui est intéressant, c'est que la Gemara va dire, pas tout le monde est d'accord avec l'importation. Voyez-vous que Tanakama a dit que pendant la Shemitah, si je dis, je m'interdis Yerek, c'est sûr que ma kavana c'est Yerek Asadeh. C'est sûr que c'est pas Yerek Kotagina. C'est Rabbi Abaou, au nom de Rabbi Hanina ben Gamliel, qui commence à distinguer et dit Lo shano ela bemakom shen mevi'im yerek mechutz la'aretz la'aretz, aval bemakom shen mevi'im yerek mechutz la'aretz la'aretz asur. C'est lui qui a parlé d'importation. Le premier n'a pas parlé d'importation. Qu'est-ce qui se passe là? Quoi, il y en a qui ne sont pas d'accord avec l'importation? Eh bien, la Gemara dit en effet. On va voir tout de suite une mahloket. Certains interdisent l'importation mechutz la'aretz. Il ne faut pas apporter des fruits de chutz la'aretz en Eretz Israël. Pourquoi? La Gemara va poser la question, alors comme je vois que vous êtes curieux, je vous le dis maintenant, et après on va le lire dans le texte. La Gemara dit que en chutz la'aretz, les goyim, ils enterraient leurs morts un peu partout. Et ils ne faisaient pas attention de bien les enterrer. Alors on pouvait avoir des ossements, on pouvait avoir des os de squelettes humains, des débris de squelettes éparpillés dans le sol. Alors c'est pour cela que Chachamim ont dit, Chachamim gazru tum'a al eretz ha'amim. Eretz ha'amim, le pays des nations, c'est-à-dire dans la diaspora, en dehors d'Eretz Israël, ils ne faisaient pas attention de bien enterrer leurs morts. Les goïms, ils pouvaient même soit les incinérer, soit les laisser comme ça, les jeter dans un endroit, et après le squelette, il s'éparpille, il s'effrite à droite et à gauche. Bekitsour, si tu vas faire de l'importation, et que tu ramènes des légumes de Chutz La'aretz, peut-être que tu vas ramener ces légumes avec le terreau. Ça s'appelle gouche, un bloc de terreau. Et dans ce gouche, il peut y avoir des ossements. Et ces petits ossements-là, ces débris d'os, ils sont métamim. Et si c'est métamé, toi tu as de la terouma. Toi tu es un Kohen et tu manges de la terouma. Ou tu as de la terouma qui était en rapport avec ces légumes là où il y avait le terreau et que ça a touché le, comment on appelle ça, ces débris d'os. C'est pour cela que, d'après certains Tanaïm, c'est assourd de faire de l'importation de légumes, car on peut les apporter avec le terreau, et là-bas dans ce terreau, il pourrait y avoir des débris d'os humains. Voilà pourquoi il y en a qui interdisent l'importation même pendant l'année de la Shemitah. Mais ceux qui ont permis, ceux qui ont dit que dans le Neder, tu peux avoir les deux, Bemakom, Shemevi'im Yerek Mechutz La'aretz, ils disent, on n'a pas interdit l'importation. Certes, celui qui sort en Chutz La'aretz, Gazru Tum'a, al Eretz Ha'amim, il ne faut pas ramener la terouma là-bas. Certes, mais à tel point d'interdire l'importation de légumes, de peur qu'il rapporte du terreau, et que peut-être que dans ce terreau, il y aura des débris d'os, ça c'est une hashash rahok. Ça c'est un risque lointain, et Hakamim n'aurait pas interdit une chose pareille. Alors ceux qui disent l'importation est interdite à ce titre, d'autres disent l'importation n'est pas interdite. Ça change tout au niveau du Neder. On va le lire dans le texte. Ketanae, en mevi'im yerek min chutza la'aretz la'aretz. Rabbi Hanania ben Gamliel omer, mevi'im yerek min chutza la'aretz la'aretz. Ma'itama, quelle est la raison? Deman de Amar en mevi'im, de celui qui interdit l'importation. Amar Rabbi Irmia, Mishum Gouche. Rabbi Irmia nous dit que c'est assourd parce que Chachamim ont interdit, ont décrété le gouche. Qu'est-ce que ça veut dire gouche? Le bloc de terreau de Chutz La'aretz, il a une Tum'a. Et comme on a décrété Tum'a dans le Eretz Ha'amim, eh bien si tu apportes un gouche, il y a peut-être des débris d'os de Tum'atmet. Nouvelle Mishnah. Minakruv asur beispargos.
Mina ispargos mutar bekrouv. Cette Mishnah va nous enseigner qu'il y a des langages qui sont incluants et d'autres qui sont excluants. Par exemple, celui qui s'interdit de manger le krouv. Krouv, c'est du chou. Dans le chou, il y a plusieurs familles, plusieurs catégories. Entre autres, il y a une catégorie qui est spécifique, qui est de la famille des choux, mais qui s'appelle ispargos. On aurait pu traduire par asperge. Mais c'est une sorte de chou. D'après le Rambam, en fait, c'est du jus. Un bouillon dans lequel on a cuit le chou et ça a donné le ispargos, qui est un bouillon, une boisson. Mais on va prendre le Pirouche des Rishonim, selon lequel ispargos, c'est une catégorie de krouv. Alors, mina krouv, quelqu'un qui a fait un neder de ne pas manger du krouv, alors il n'a pas le droit de manger aucune sorte de chou, même pas le chou que l'on appelle ispargos, parce que c'est aussi une sorte de chou. Mais si il a dit clairement « je m'interdis de manger le ispargos », alors le ispargos sera assourd, mais toutes les autres catégories de choux seront permises. Car ispargos est inclus dans kérouv, mais kérouv n'est pas inclus dans ispargos. Deuxième halakha. Min hagrisin assour bemikpa. Verabi Yossi matir. D'abord, si quelqu'un s'interdit de manger de la bouillie, je vais traduire le mot mikpa par de la bouillie, c'est-à-dire toutes sortes de plats épais. Par exemple, prendre la semoule et on met dedans de l'eau, on met à bouillir, on va avoir un plat épais. Pareil, des légumineuses, on peut avoir des grissim, c'est-à-dire du blé concassé ou des féculents concassés. Une fois qu'on a concassé, qu'on a mis à bouillir, à un moment donné, quand l'eau s'évapore, on obtient un plat épais, de la bouillie. Ça s'appelle mikpa. Alors, quelqu'un qui s'est interdit de manger des grissines. Grissines, ça vient du mot garous. Garous, c'est concassé. Comme on a dit, soit des céréales, soit des féculents qui ont été concassés. Alors, soit c'est cru, soit c'est cuit. Quand c'est cru, ça s'appelle grissine. Quand c'est bouilli et que ça a fait de la pâte, ça s'appelle mikpa. Min hagrisin assour bemikpa. Celui qui s'est interdit de manger des grissines, évidemment, il ne pourra pas manger un plat de grissines. Parce que c'est fait avec des grissines, avec des céréales ou des légumineuses qui sont concassées. Et Rabbi Yossi matir. Rabbi Yossi, selon les Rishonim, pourquoi est-ce qu'il est matir? Le Ran nous dit, parce que dans la ville de Rabbi Yossi, on distinguait, on n'appelait pas la mikpa qui était faite avec des grissines, on ne l'appelait pas mikpa shel grissine. On l'appelait mikpa et pas grissine. Donc grissine s'appelle grissine, mikpa s'appelle mikpa. C'est la raison pour laquelle celui qui s'est interdit de manger des grissines aura le droit de manger la mikpa. Bien que la mikpa s'est fait avec ses grissines, mais étant donné que ça porte un nom spécifique après la cuisson, ce sera donc permis si ça a été bouilli, parce que ce plat-là qui s'appelle mikpa n'est pas inclus dans le lachon de grissine dans la ville de Rabbi Yossi. Par contre, mina mikpa, mutar begrissin, excusez-moi, Rabbi Yossi matir. Rabbi Yossi matir, donc on a compris. Mina mikpa, mutar begrissin, quelqu'un qui a fait un éder de ne pas manger mikpa. Mikpa, ça veut dire de la bouillie. Eh bien, il a le droit de manger des grissim quand ils sont crus, c'est-à-dire
que ça porte le nom de grissin. Il s'est interdit que des plats qui forment un plat épais, de la bouillie épaisse. C'est ça ce qu'il a interdit. Mina mikpa. Il a fait un neder de ne pas manger mikpa. Mais les grissines, tant qu'on ne les a pas bouillies et ça n'a pas donné un résultat de plat pâteux, eh bien, ça ne s'appelle pas mikpa, ça s'appelle grissine, permis. Donc on suit toujours la règle de Bendarim halech achar leshon bene adam. Mina mikpa, asur beshum, verabi aussi matir. Celui qui a fait un neder de ne pas manger mikpa, eh bien, il n'aura pas le droit de manger, selon Tanakama, une mikpa de choum. Qu'est-ce que ça veut dire une mikpa de choum? Ils prenaient de l'ail, ils allaient le concasser, l'écraser, et ensuite mettre dedans de l'eau, de l'huile. Ils allaient mettre à cuire, à mijoter, et ensuite ça donnait un plat d'ail, mais qui était épais. Puisque ce monsieur s'est interdit de manger des plats épais, comme la mikpa, qui est cafouille, ainsi le choum, puisque ça donne ce résultat, une fois qu'il a été bouilli, assourd de manger un plat de choum. Mais Rabbi Yossi matir. Rabbi Yossi dit que, étant donné que dans sa ville, on n'appelait pas le plat de choum, on l'appelait pas mikpa, alors c'est moutar. Dans la ville de Rabbi Yossi, celui qui dirait je fais un neder de ne pas manger mikpa, il n'a pas le droit de manger toutes sortes de mikpa, mais il aura le droit de manger un mikpa de choum, parce que ça porte un nom spécial. On n'appelait pas mikpa tout simplement. Minashum, mutar be mikpa. Quelqu'un qui dit « je m'interdis de manger de l'ail », eh bien il aura le droit de manger un mikpa d'ail. Parce que l'ail, ça porte le nom d'ail quand il est cru, ou bien quand il est mangé séparément, comme des gousses d'ail. Mais si on en fait un plat d'ail, eh bien, ça s'appelle mikpa. Désormais, ce sera moutar pour cette personne. Encore. Mina hadashim asur be'ashishim. Rabbi Yossi matir. Lorsque quelqu'un s'est interdit de manger des lentilles, il n'aura pas le droit de manger même des hashishim. Ce sont des lentilles qui ont frit dans le miel. Rabbi Yossi matir. Rabbi Yossi permet, parce qu'il dit qu'une fois que ça a frit dans le miel, on ne les appelle plus hadashim, on les appelle hashishim. Donc dans sa ville, puisque les gens étaient très précis au niveau du langage, ça s'appelle hashishim et pas hadashim. Donc les mêmes lentilles qui en tant que soupe, ça va être assour, mais en tant que frit dans le miel, puisque ça s'appelle hashishim, eh bien c'est moutar. D'après Rabbi Yossi. Mina hashishim mutar baradashim. Quelqu'un qui s'interdit clairement que les hashishim, il aura le droit de manger les hadashim, parce que c'est seulement frit dans le miel qu'il s'interdit, mais pas autrement. Et la Mishnah passe maintenant une deuxième partie de la Mishnah. Hita, hitim, she'ani to'em, asur bahem, ben kemach, ben hapat. Gris, grisim, she'ani to'em, asur bahem, ben haim, ben mevushalim. Alors, on va donner le principe de cette nouvelle partie. Lorsqu'on parle au singulier de hita, ou bien de gris, alors on ne parle pas que d'un seul grain de blé, ou d'une seule fève, non. On parle de la pâte qu'on a fabriquée avec ce blé. C'est-à-dire, on a pris le blé, on a moulu tout le blé, on en a fait de la farine, on en a fait du pain. Maintenant que ça forme une seule pâte, ça s'appelle hita. Comme le Yerushalmi dit
que celui qui fait la bracha de Amotzi Lechem Min Haaretz en araméen, il va parler du blé. Il va dire Berich Rahamana. Comment il dit? C'est le Lachon que le Ran rapporte au nom du Yerushalmi. Berich Debara Hada Hitata. Béni soit Hachem miséricordieux qui a créé cette Hita. De quoi il parle? Il parle du pain. Le pain, ça se fait avec plusieurs grains de blé. Alors, Hita, ça parle d'un ensemble de graines de blé qui ont été transformées en farine et en pâte. Ça s'appelle Hita. Alors, celui qui dit « je m'interdis de manger Hita » au singulier, sa kavana, c'est de manger du pain. Il s'interdit de manger du pain. S'il dit Hitim au pluriel, alors justement, il parle de quelqu'un qui va être kosses. Kosses, c'est-à-dire qui prend plusieurs graines et il les mange comme des pépites. Là, c'est du pluriel, car il mange plusieurs graines, plusieurs unités, alors que le pain, c'est une seule entité. Reprenons. Hita, hitim, shani toem. Quelqu'un qui s'interdit de goûter à hita et aussi à hitim. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce que nous dit la Mishnah? Asur bahem ben kemah ben hapat. C'est interdit de consommer, que ce soit en particules comme de la farine, ou bien à plus forte raison des graines, ben hapat, ou qu'on en fait un seul pain. Dans tous les cas de figure, c'est assour, puisqu'il a inclus les deux léchonotes. Hita, le pain, hitim, plusieurs particules, que ce soit kemah ou en grain. Encore, garis, grisin, sheani toem. Asur baem ben haim, ben mevushalim. Donc on a dit que gris, c'est comme rehaim shel grusot, lorsqu'on va concasser le blé ou les féculents, et on obtient des petits morceaux. On peut les croquer comme ça, c'est croustillant parfois même, on peut les mettre au four et ça se mange comme ça, comme des pépites, ou cru, quand c'est encore tout frais. Quand c'est encore tout frais, ça se mange aussi cru. Ça s'appelle kosses. Quand on mange quelque chose de manière inhabituelle, comme manger des féculents crus ou des céréales crues quand c'est encore frais, ça s'appelle l'ixos. C'est mâcher. Mâcher quelque chose qui n'est pas une manière habituelle de manger, eh bien ça s'appelle l'ixos. Alors, quelqu'un qui a dit garis, quoi, il parle que d'une seule fève, un seul féculent, d'un seul grain de blé, pas du tout. Il parle d'un ensemble, donc toute une bouillie qui a été fabriquée avec tous ces grissim, par exemple. Alors il a dit garis ou grissim. Quand il dit grissim, donc c'est forcément plusieurs particules qui sont séparées, plusieurs unités, pas une seule entité. Asur ben haim, ben mevushalim. Ce sera asur si c'est mevushal, donc garis. Mevushal, ça fait une seule entité. Ou haim, quand c'est cru, donc c'est séparé. Tout sera interdit. Rabbi Yehuda Omer, kunam garis ohita shani toem mutar lakus haim. Dernière phrase de la Mishnah, si quelqu'un s'interdit de manger soit guéris, soit hita. Qu'est-ce qui veut dire? Je m'interdis de manger un grain de blé? Ou un féculent qui a été concassé, ou des céréales concassées, quoi, un seul grain? Évidemment que non. Comme on a dit tout à l'heure, ça parle de l'ensemble. Quand on a fait un pain, ou on en a fait un plat, donc ce sera assourd qu'en forme d'entité, et pas de particules séparées, pas des unités séparées. C'est pour cela que la Mishnah dit « Motar la kos haim ». On pourra les manger crus, car lorsqu'on les mange crus, on mange une à une. Alors que lui, il a parlé au singulier, donc il parle d'un ensemble. Alors soit c'est un ensemble, c'est un plat, soit un ensemble, c'est un pain. Mais cru, il a le droit de consommer.
Gemara. La Gemara va citer une braïta qui va compléter ce qu'on vient de dire. Tanya, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Chita she'ani to'em, asur le'efot, ou mutar lakos. C'est-à-dire, si quelqu'un a dit, je fais un éder de ne pas manger, de ne pas goûter à Chita. Alors on a déjà dit que Chita, c'est pas un seul grain, c'est forcément un pain. Asur le'efot, interdire de cuire le pain pour le manger. Ou mutar lakos, mais il aura le droit de manger cru ces graines de céréales. Parce qu'il ne s'est pas interdit hitim, il s'est interdit que hita, en tant qu'une seule entité, pas en tant que plusieurs unités. Maintenant, s'il a dit le contraire, hitim shani toem, je m'interdis de goûter au hitim au pluriel, asur lakos ou mutar les efot. Il n'aura pas le droit de les manger crus, un à un grain après l'autre, mais il pourra les manger en tant que pain. Car ça ne s'appelle pas... Lui, il s'est interdit hitim au pluriel, il ne s'est pas interdit hita au singulier, un pain. Maintenant, s'il a dit les deux, hita, hitim, shani toem, dans ce cas-là, tout est interdit. Asur ben lakos, ben le efot. Il pourra ni manger cru, ni en tant que pain. Garis she'ani to'em. Maintenant, s'il dit, je m'interdis de goûter au guéris, au singulier, asur levachel. Alors, il ne pourra pas manger en tant que plat, parce que dans un plat, tous les petits morceaux ont été rassemblés. Garis she'ani to'em, asur levachel. Au mutar lakos. Mais il aura le droit de manger cru. Pourquoi ? Parce que c'est plus garis, c'est plusieurs grissines. Il ne s'est pas interdit plusieurs grissines. Par contre, grissin shani tohem, s'il a dit je m'interdis grissim au pluriel, alors justement, asur lakos ou mutar levachel. Il aura le droit de les manger, il n'aura pas le droit de les manger en tant que grain individuel, cru, mais il pourra en faire un plat, puisque ce n'est plus grissine au pluriel, c'est gris au singulier, un seul plat. Non, s'il a dit les deux, garis et grissine shani toem, il s'est interdit les deux, alors assour, ben levachel, ben lakos. Il sera pour lui interdit, ce sera interdit pour lui aussi bien de les consommer sous forme de plat mevouchal, ou bien les consommer crus, un à un, puisqu'il a dit garis au singulier, c'est un plat, et grissine au pluriel, qui sont des unités séparées, même sous cette forme, il s'est interdit de les consommer. Adran alach hanoder mina mevouchal. C'est la fin du 6e Pérec de Masechet Nedarim.